La tumeur régresse et éventuellement disparaît complètement. Et puis ensuite, on peut même redonner des cellules tumorales à cette même souris et puis elle va être protégée d'un deuxième cancer. Il faut comprendre que normalement, les cellules cancéreuses réussissent à se cacher du système immunitaire. Comme le système immunitaire ne les voit pas, il ne les attaque pas. La présence du virus dans la cellule cancéreuse va tout changer. Les cellules immunitaires vont cette fois reconnaître la présence d'un intrus et se mettre à attaquer les cellules infectées par le virus. Dès lors, le système immunitaire va prendre conscience de la présence de la tumeur et attaquer également les cellules tumorales non infectées. Avec des résultats aussi encourageants chez la souris, on a pu passer au test chez l'humain. C'est très excitant. On avait hâte de passer au test chez l'humain. Maintenant, on y est. Et nous sommes encore plus enthousiastes. C'est vraiment extraordinaire. Nous savons que nous pouvons nous tromper, que le virus est peut-être moins efficace que nous l'espérons. Mais nous allons bientôt le savoir. C'est ma raison de vivre. Trouver si ça va fonctionner ou pas. Je pense que nous avons de bonnes chances de réussir. Et je pense que nous allons aider les gens. Aussi, je suis vraiment emballé avec ce qui est en train d'arriver. Lors des premiers tests cliniques avec JX594, on injectait directement le virus dans la tumeur. Les patients étaient tous volontaires. Ils avaient différents cancers avec métastases. Les traitements standards ne pouvaient plus les aider. Certains résultats sont spectaculaires. Cette personne avait un cancer des reins. Sur cette image, vous pouvez voir au niveau du ventre une masse importante. Et après traitement avec le virus, combiné avec un médicament, la tumeur a disparu. Ici, c'est sa tête, son cerveau, sa vessie, et la tumeur avant et après traitement. La tumeur n'est plus. Il a toujours sa vessie et son cerveau, c'est bien. Il est toujours vivant aujourd'hui, 4 ans après le traitement. Par la suite, on a procédé à un essai clinique par voie sanguine, comme pour la chimiothérapie. Ce sac contient des virus JX594. Une fois dans le système sanguin, le virus devrait trouver son chemin vers les cellules cancéreuses, où qu'elles soient dans le corps. On attaque ainsi aussi bien la tumeur primaire que les métastases. Chaque patient ne recevra qu'une dose. Cette étude veut surtout s'assurer de l'innocuité de la méthode. Les patients ont les symptômes d'une grippe le premier jour. Ils ont normalement de la fièvre, ils grelottent, des symptômes normaux de la grippe. Et après un jour ou deux, ils n'ont plus de symptômes du tout. Une fois le traitement terminé, nous ne détectons plus aucun effet secondaire. On a étudié des biopsies de tumeurs prises 10 jours après l'injection. On voulait vérifier si le virus n'attaquait que les cellules cancéreuses. Voici un modèle 3D d'une tumeur d'un patient. Là où le virus se trouve, c'est en vert. Et la tumeur du patient, qui ressemble à un long tube, est verte au grand complet. Cela indique que le virus s'est répandu et a infecté beaucoup de cellules de la tumeur. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne voit pas de vert dans les tissus sains qui entourent la tumeur. Donc le traitement est très spécifique et le virus ne se réplique que dans les cellules cancéreuses. La prestigieuse revue Nature a publié les résultats de cette étude clinique. La véritable percée, c'est que nous pouvons donner le virus par voie intraveineuse. Et après quoi, le virus se répand dans tout le corps et a la possibilité d'infecter tous les tissus. Il peut affecter votre cœur, vos poumons, mais il ne le fait pas. Il affecte uniquement les cellules tumorales.
C'est la première fois chez l'humain que l'on démontre qu'un virus donné par voie sanguine est capable de trouver la tumeur, de s'y répliquer et, nous espérons, de l'éliminer, comme nous l'avons démontré déjà chez la souris. De pouvoir réussir cela chez l'humain, c'est un grand pas en avant. Même si on s'est limité à une seule dose, on a remarqué une stagnation ou une régression des tumeurs chez certains patients. Pour le moment, la virothérapie est disponible uniquement dans le cadre d'essais cliniques. C'est encore expérimental. Si tout va bien, d'ici quelques années, elle pourrait être offerte un jour aux patients, comme l'est aujourd'hui la chimiothérapie. Un bel espoir. Plusieurs milliers de satellites ont été déjà lancés pour graviter autour de la Terre. Certains nous aident pour la météo, d'autres pour la navigation GPS, d'autres encore pour Internet ou pour des réseaux de télévision, entre autres. Oui, mais de plus en plus, ils doivent partager l'espace avec d'innombrables déchets et débris qui polluent l'environnement autour de notre planète. À chaque instant, ils risquent une collision qui peut être fatale. Il faut donc penser à nettoyer l'espace. Eh bien, des scientifiques ont trouvé une solution. Ils ont mis au point un technicien de surface tout à fait spécialisé. Quand le satellite Envisat arrête de fonctionner en mai 2012, les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne sont incapables de le faire rentrer dans l'atmosphère pour qu'il y brûle. Envisat continue donc de tourner autour de la Terre. Il est devenu ce qu'on appelle un débris de l'espace. Mais avec ses 8 tonnes, c'est un débris qui inquiète. Les spécialistes de la NASA estiment qu'il y a maintenant en orbite autour de notre planète 22 000 gros débris faisant jusqu'à 8 tonnes, comme le satellite Envisat. Il y a aussi 60 000 petits débris qui font entre 1 cm et 10 cm. Ces débris, petits et gros, voyagent à une vitesse folle, entre 8 et 10 km à la seconde. Les cas de collision spatiale sont donc appelés à se multiplier. C'est un danger auquel l'astronaute suisse à la retraite, Claude Nicolier, a été confronté les 4 fois où il a été dans l'espace. Lors des vols spatiaux habités, dans la navette spatiale ou le Soyouz ou la Station spatiale internationale, nous étions toujours conscients du fait que nous étions dans un environnement relativement dangereux, dans le sens qu'il y avait des débris qui parcouraient l'espace et qui pouvaient nous impacter. Parfois même, la Station spatiale internationale doit se déplacer pour éviter un débris. L'ingénieur suisse Muriel Richard veut dépolluer l'espace autour de la Terre. Pour cela, elle a monté avec des étudiants en Polytechnique le projet Clean Space One. Ouais, tu vois, moi, ce qui est intéressant, donc, c'est la partie mécanique de comment il va installer ces 3 roues. Ce projet fait suite à la mise en orbite en 2009 du SwissCube, un microsatellite d'observation qui fait 10 cm de côté. Il a été important pour nous, après avoir lancé SwissCube en septembre 2009, de se poser la question, qu'est-ce qu'on allait aller faire pour être responsable de ce que nous, on avait envoyé aussi dans l'espace. Donc le but de Clean Space One va être d'aller chercher SwissCube, de le prendre et de le ramener dans l'atmosphère. En quelques secondes, il sera, et SwissCube et Clean Space One seront totalement vaporisés. Le premier défi pour Clean Space One, c'est de rejoindre le SwissCube. Pour cela, un petit moteur fiable qui consomme peu de carburant. Il entre dans un boîtier qui fait 10 cm de côté sur 30 cm de longueur. La deuxième partie du challenge, ça va être, une fois qu'on est proche de SwissCube, ça va être de prendre SwissCube alors que celui-ci peut être tout à fait en train de tourner et totalement incontrôlable. Donc là, il y a des développements de robotique et de mécanismes dont on va avoir besoin pour faire cette capture. Cette technologie n'a pas encore été testée dans l'espace. C'est quelque chose de totalement nouveau. Mais au-delà de la récupération du SwissCube, l'objectif à long terme de ce projet est beaucoup plus ambitieux. Les technologies qui ont été développées maintenant depuis quelques années vont par la suite nous donner une bonne base pour aller chercher des débris qui ont
des tailles et des masses beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, plus de 750 satellites actifs gravitent autour de la Terre. Ils sont en charge de la téléphonie, de la météo, de la navigation GPS ou des réseaux de télévision. Leur importance n'est plus à démontrer. Mais pour qu'ils continuent à rendre les divers services auxquels la population est maintenant habituée, il faut faire le ménage. De la même manière qu'il est nécessaire maintenant de s'occuper du problème du réchauffement global, réchauffement climatique, il est nécessaire de nettoyer l'espace et d'enlever les gros débris pour qu'ils ne produisent pas dans le futur des plus petits débris qui rendront l'espace inaccessible. Pour nettoyer les débris que nous laissons au-dessus de nos têtes, Clean Space One, c'est donc le premier concierge spatial de l'histoire. Comment réagirez-vous si vous croisez une personne et que par mégarde, elle laisse échapper un billet de banque de sa poche sans s'en rendre compte? Allez-vous le ramasser et le rendre? Ou au contraire, allez-vous simplement profiter de l'occasion? Eh bien, ce qui est fou, c'est que l'on peut influencer ce type de comportement avec un peu de psychologie. Il nous arrive à tous dans la vie de rencontrer des moments où notre honnêteté est mise à l'épreuve. Comment allons-nous réagir face à un gain facile mais malhonnête? La plupart d'entre nous ne résistent pas à la tentation de ramasser de l'argent qui traîne, même si on sait à qui il appartient. Mais en réalité, on peut rallumer la flamme de l'honnêteté assez facilement. Pour en faire l'expérience, il faut une ruelle peu fréquentée. Et un premier complice particulièrement distrait qui a tendance à perdre son argent quand il marche. Un truc naturel, style par exemple je sors mes clés de ma poche et le billet tombe, comme ça. Ça va je vais essayer un peu de m'entraîner, ça va? Ça va. En situation contrôle, avec un lieu désert et un seul passant à la fois, que se passe-t-il? La tentation est trop forte. Et pour cet autre passant? Eh oui, en situation contrôle, seuls 30% des gens rendent le billet à son propriétaire. Pour les autres, l'argent facile est clairement le plus fort. Pour la suite de l'expérience, on va demander à un autre complice de promener son chien pour jouer le rôle de témoin de la scène. Au début, vous ne bougez pas, et puis quand le passant qui suit monsieur va ramasser le billet, vous le suivez d'assez près. La présence d'un témoin va-t-elle influencer la réaction des passants? Sous le regard du témoin, la situation est totalement différente. Cette fois, 100% des passants rappellent le distrait pour lui rendre son billet. Un témoin, ça réveille la conscience. La dernière partie de l'expérience implique un troisième complice. Il va jouer le rôle d'un touriste perdu à l'entrée de la ruelle et qui va demander son chemin aux passants isolés qui s'y engagent. Oui. Je cherche la grande place. La grande place, oui. C'est très facile, monsieur. Vous allez ici tout en bas de la rue, oui. Et puis vous tournez à droite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. Merci, bonne journée. J'ai eu la chance de tomber sur vous. Avec plaisir, monsieur. Vous êtes quelqu'un de très bien. Merci, c'est gentil. Avec cette phrase de conclusion, la passante a été valorisée, dans le sens de l'honnêteté. Y aura-t-il une conséquence quand elle va croiser notre distrait en l'absence de témoin? On dirait que ça marche. J'ai eu de la chance de tomber sur vous. Vous êtes vraiment une bonne personne. Oh, mais de rien. Avec plaisir. Au revoir. Monsieur, monsieur.
Merci. Merci, j'ai de la chance de tomber sur vous. Écoutez, merci. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Merci, au revoir. Au revoir. Dans cette circonstance, et sans aucun témoin, près de 70% des gens rapportent le billet. Il suffit donc de caresser la fibre de la solidarité pour rendre honnête la majorité d'entre nous. Décidément, la matière grise, on n'en fait jamais complètement le tour. Depuis quelque temps, notre chatte Clara a changé de comportement. Par exemple, elle lacère continuellement votre sofa. Ou alors votre chien, Gaston, se met soudainement à aboyer sans cesse. Que se passe-t-il? Sans aucun doute, quelque chose perturbe votre animal de compagnie. Et son changement d'attitude en est le reflet bien visible. Que faire alors pour appréhender ces troubles étranges? La solution passe peut-être par ce que l'on appelle les phéromones. Ce sont des molécules naturelles que des chercheurs parviennent à synthétiser et qui possèdent un étonnant pouvoir calmant. Regardez. Gypsy est une jeune chatte de 8 mois plutôt active. Son passe-temps préféré, jouer avec une petite balle en plastique et sauter partout. Depuis que sa maîtresse a changé d'appartement, il y a 2 mois, le comportement de Gypsy a changé. Depuis ces 2 mois, bien, elle a beaucoup sauté sur les divans, sur les meubles, elle a grimpé sur tout. Et donc elle a fort abîmé le divan, comme vous avez pu le voir. Pour comprendre ce trouble du comportement, direction le sud de la France, dans le Luberon. Le professeur Patrick Paja, en tablier Bordeaux, est vétérinaire comportementaliste. Il observe les animaux depuis plusieurs décennies. Avec des tigres, on évite ça, parce que c'est plus compliqué avec des tigres. C'est plus lourd. Ouais. Pour lui, le comportement de Gypsy est tout à fait explicable. Tu vas te casser la figure. Ah, tu me piques. Si on est un peu attentif, on s'aperçoit qu'un chat qui vit dans une maison pour aller de la chambre à coucher dans le salon, puis après aller dans la cuisine, etc., il utilise toujours les mêmes trajets. Si tout d'un coup, moi je décide que mon canapé qui était à droite en entrant dans le salon, je le veux à gauche, en réalité c'est exactement comme si j'avais complètement désorganisé les voies de circulation du chat. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, le chat, il arrive, d'abord la topographie visuellement est modifiée, et surtout, il ne retrouve plus son passage. Alors si j'ai fait ça avec un seul objet, en général, et tout le reste va bien, le chat va se débrouiller, il va s'adapter en quelques jours ou quelques heures, suivant son âge, ses tendances émotionnelles, il va se recaler dans cette nouvelle maison. Ou si j'ai carrément déménagé, là, je me retrouve dans une situation dans laquelle le chat perd ses repères, va rentrer en état de stress, et parmi les manifestations, il va par exemple pouvoir faire du marquage urinaire, qui lui permet de marquer des endroits qui sont des endroits dans lesquels il est en état d'alerte. C'est donc le déménagement qui a généré le trouble de Gypsy. En étudiant ce comportement, le professeur et son équipe mettent en lumière un mode de communication particulièrement important chez les félins. Quand le chat se frotte, il dépose sur l'objet la sécrétion qu'il va ensuite retrouver lui-même quand il va se promener et vérifier son environnement. Pour ces recherches, les objets du laboratoire sont recouverts de compresses stériles afin d'analyser ensuite ce que les chats peuvent y laisser. Quand on voit les chats qui se frottent contre les compresses, comme vous avez vu juste avant, on récupère les sécrétions des glandes sébacées du chat. On va les aborder à la chimie. Les compresses contenant les sécrétions félines vont être ensuite analysées. Bon, donc on t'apporte le dernier prélèvement de la série. Plus d'une 50aine de molécules différentes seront collectées. Il faut donc réussir à isoler celles qui intéressent l'équipe. On a une multitude de composés et il faut arriver à faire le tri des composés qui sont a priori intéressants de ceux qui ne le sont pas. Un travail de titan qui va finalement porter ses fruits. Parmi les sécrétions étudiées, certaines sont clairement liées au stress. Les phéromones sont des molécules produites au niveau des joues de l'animal. Elles lui permettent de marquer son environnement ou ses congénères. Le chat les détecte ensuite grâce à un petit conduit qui se trouve entre son nez et sa bouche. Tous les individus, à partir du moment où ils sont de la même espèce, ont un câblage génétiquement programmé qui fait que une phéromone sexuelle, vous n'allez pas chercher dans votre mémoire
elle va agir directement sur, par exemple, les zones du cerveau qui vont provoquer une libération d'hormones sexuelles dans votre sang et vous mettre en état, si vous êtes un chien et que vous avez détecté une phéromone de chien en chaleur, vous allez arriver et vous allez être tout de suite en état d'excitation pour pouvoir essayer de la séduire, pour pouvoir l'assaillir. Ce qui provoquait le malaise de Gypsy, c'était l'absence de ses phéromones dans son nouvel environnement. Avec le déménagement, elle ne trouvait plus aucun de ses repères. Elle était alors déstabilisée. Résultat, urine et agression. L'idée du professeur est donc de copier les phéromones félines en laboratoire, de les multiplier et de les conditionner dans un petit diffuseur. L'équipe de Laurent Beaugrain, notre chimiste, va reconstituer des phéromones possibles, donc les hypothèses qu'on fait sur la composition. Et nous, on va organiser des tests avec les animaux pour voir laquelle de nos hypothèses permet de reproduire l'effet qu'on recherche. 3, 2, 1, go! Allez, petit test pratique. Voici Hermine. Arrivée dans ce nouvel environnement, elle est relativement stressée. Comme Gypsy en Belgique, elle griffe et urine partout. À son insu, des phéromones vont être diffusés dans son local. Il va falloir quand même 1 à 2 heures avant que le produit soit sorti du diffuseur et qu'on ait une quantité satisfaisante de produit dans l'enceinte. Et à partir de là, il faut, en un quart d'heure, 20 minutes, on a modifié le comportement de l'animal. Et voilà l'affreuse Hermine transformée en tendre agneau. Le vétérinaire s'intéresse aussi aux relations entre les chats. Quand plusieurs chats se retrouvent dans un endroit qui ne leur est pas familier, la situation dégénère rapidement en conflit. Il se demande si les phéromones ne pourraient pas adoucir les mœurs. 3, 2, 1, go! Petite expérience. Poussy et Kitty sont 2 chats qui ne se connaissent pas. Au premier contact, ils se reniflent. Chacun essaie de marquer son territoire. Après quelques dizaines de minutes, la tension monte d'un cran. Les 2 chats prennent toutes les précautions qu'ils peuvent pour ne pas se regarder. Alors ça permet de, là aussi, c'est une façon de limiter la tension. Dans les moments où ils vont se regarder, par exemple quand ils n'ont pas pu faire autrement parce qu'on approche, là on a une bataille. L'intérêt des phéromones, l'intérêt de la sémiochimie, c'est justement de modifier l'état de tension émotionnelle et d'amener les animaux à pouvoir recueillir plus d'informations, à pouvoir trouver d'autres stratégies. Le professeur a découvert une phéromone qui permet aux chats de marquer leurs congénères. En les marquant, ils les acceptent comme amis, un peu comme sur Facebook. Patrick Pajat appelle cette molécule la phéromone F4. Je peux mettre F4 sur les joues et sur les flancs des 2 chats, ce qui va les amener à avoir l'impression qu'ils ont déjà eu ce type d'interaction. Et bingo, après quelques minutes, comme par magie, les tensions se sont apaisées. Et pourtant, ils se faisaient la guerre il y a seulement quelques minutes. Le professeur Pajat n'est pas seulement un scientifique. Il est aussi un cavalier hors pair primé lors de nombreuses compétitions de dressage équestre. Son cheval favori s'appelle Morgan, un étalon d'une grande élégance. Il y a quelques années encore, ce cheval était indomptable, mais c'était compté sans les fameuses phéromones. En fait, le professeur a réussi à reproduire des phéromones de cheval, ce qui a permis de progressivement calmer l'animal. Ce cheval a souffert de troubles anxieux très sévères qui avaient été déclarés quasiment inaptes au sport et notamment au dressage. En 1 an, Patrick Pajat a pourtant réussi à en faire un véritable cheval de compétition. On a travaillé en faisant de la rééducation sous phéromones, en lui apprenant des exercices pour lui faire reprendre confiance. Et c'est un cheval qui commence à sortir de mieux en mieux en compétition, qui est plus à l'aise, qui peut faire des exercices complexes comme ce qu'il était en train de faire là. Pour s'assurer de l'effet des phéromones, place à un petit exercice. Les scientifiques vont placer un cardiomètre sur le dos de chevaux afin d'évaluer leur niveau de stress face à des exercices de mémorisation. Ça, c'est l'application du système pour l'enregistrement cardiaque, qui s'appelle PODAR. Je vais fixer les points négatifs et positifs pour commencer à mettre en place avec la montre l'enregistrement cardiaque. Les scientifiques essayent d'apprendre aux chevaux à différencier un cercle d'un triangle. Le cheval est tout d'abord présenté à l'exercice sans phéromones. Il lui faudra 30 minutes pour mémoriser l'exercice. Et son stress va être enregistré. On a des chevaux, quand on leur fait faire cet exercice, qui montent à 100 battements par minute, c'est-à-dire une fréquence cardiaque qu'ils atteignent à peine avec un galop moyen. Ça montre bien à quel point le niveau de stress, il y a un niveau de stress important qui est lié
à l'obligation de comprendre quelque chose. Quelques jours plus tard, les scientifiques vont représenter les chevaux à l'expérience et cette fois sous phéromones. Résultat, ils vont assimiler l'exercice beaucoup plus vite. C'est normal puisqu'ils l'ont déjà mémorisé, mais surtout dans ce cas, leur rythme cardiaque n'augmente à aucun moment. Les phéromones apaisantes du professeur Paja l'ont emmené jusqu'en Mongolie. Il a collaboré à la réintroduction de 33 chevaux de Przewalski, une espèce en voie d'extinction. Les chevaux ont été transportés en avion depuis la France, puis en camion jusqu'à l'endroit où ils devaient être relâchés. Au total, plus de 40 heures de voyage pour des animaux habitués à la vie sauvage. Habituellement, l'une des méthodes consiste à les transporter sous neuroleptiques, mais ça a de gros inconvénients parce que les chevaux arrivent, ils sont très confus, ils ont du mal à s'adapter et leurs comportements sociaux sont extrêmement perturbés. Pour éviter ce problème, les scientifiques ont pulvérisé des phéromones dans les boxes des chevaux sauvages. Résultat, à leur arrivée, les chevaux à peine sortis des boxes se sont immédiatement regroupés en pleine forme, prêts à affronter les péripéties de la vie sauvage. Nous voici maintenant à 300 km au sud des chutes du Niagara, à Détroit aux États-Unis. Teresa de Porter est vétérinaire et elle étudie aussi l'effet des phéromones. Ce qui l'intéresse particulièrement, ce sont les chiens d'aveugles. Ce que nous plaçons ici, c'est un collier contenant des phéromones. Quand c'est sur le corps du chien, c'est activé par les mouvements du chien. La principale difficulté pour les candidats chiens d'aveugles, c'est qu'ils doivent être concentrés en permanence car la moindre erreur peut être fatale aux malvoyants. Quand le chien approche de ceux-ci, il doit s'arrêter pour que la personne aveugle cherche l'obstacle en utilisant sa main ou son pied, puis félicite le chien pour s'être arrêté. Mais ce n'est pas instinctif chez le chien de regarder en l'air. C'est donc quelque chose qu'ils doivent absolument apprendre à faire. Ils ont un travail très complexe. Pour guider leur maître en toute sécurité, les chiens doivent en permanence analyser leur environnement dans toutes les directions. Ce sont les chiens qui doivent déterminer, à tout moment, si les conditions de sécurité sont remplies, pour éviter que leur maître trébuche ou se cogne. Et en plus, ce sont d'excellents compagnons. Pour déstresser les chiens et améliorer leur capacité d'apprentissage, Teresa utilise les phéromones du professeur Paja. Et les résultats sont plutôt intéressants. Pour les chiens qui montraient par exemple un haut niveau d'excitation ou de stress, les phéromones ont eu un effet bénéfique en diminuant leur niveau de stress ou d'excitation, ce qui a permis de travailler avec eux plus facilement. Nous avons fait une étude vétérinaire. Nous avons utilisé des phéromones quand ils étaient tout petits, puis pendant la phase de dressage. Et on a constaté qu'en effet, les chiens apprenaient mieux. Avec les phéromones, ils amélioraient leur capacité et leur concentration. En fait, ça les booste. Une fois le chien formé, il obtient son diplôme. Il est alors mis en contact avec son maître malvoyant qui vient faire un séjour de plusieurs semaines ici pour apprivoiser son nouveau compagnon. Dans la chambre du futur duo, les phéromones sont diffusés afin de faciliter le contact. Nous avons découvert dans notre étude que ça marche beaucoup mieux quand des phéromones sont utilisés. Sans elles, certains chiens ont des problèmes de concentration, mais pas avec les phéromones. Quant aux meilleurs toutous, leur patrimoine génétique est cryogénisé et leur photo est placée au panthéon des meilleurs chiens d'aveugles. Et Teresa de Porter ne s'arrête pas là. Durant ses consultations à la clinique vétérinaire, elle diffuse aussi des phéromones. Nous avons mis des phéromones sur cet os en peluche pour ce chien, durant une consultation vétérinaire qui peut être un peu invasive. Nous ne voulons pas l'effrayer dans cette situation pour qu'il n'ait pas peur de la clinique vétérinaire. Les phéromones aident à réduire les peurs et à se sentir plus en sécurité et plus à l'aise. Et je peux ainsi réaliser un meilleur examen que quand il a peur ou quand il essaie de me mordre. Cette clinique vétérinaire est impressionnante. Elle comprend pas moins de 6 blocs opératoires. Chaque jour, plusieurs dizaines d'animaux domestiques sont opérés ici. Les animaux sont ensuite transférés en salle de réveil et c'est là qu'interviennent une nouvelle fois les phéromones.
Ce chien est en train de récupérer d'une opération chirurgicale. Généralement, les infirmières observent que le chien a peur et tremble dans ce genre de situation angoissante. Nous aidons ces chiens à se sentir plus à l'aise en diffusant des phéromones canines dans le local. Ils respirent cela et ça agit directement sur le cerveau en diminuant la peur et l'angoisse. Surprise par ces excellents résultats, Teresa a décidé de tester des phéromones sur son propre fils. Justin a des problèmes relationnels avec ses camarades et peut avoir des réactions explosives. Le professeur Paja a été très gentil de nous envoyer quelques échantillons de HAP, la phéromone apaisante humaine. L'idée étant de créer le même effet que nous observons chez les chiens, les chats et les chevaux, et nous espérions le même effet chez les enfants. D'après Teresa, le caractère de Justin s'est peu à peu modifié. Nous voyons qu'il peut être plus sociable, plus réfléchi dans ses actes. Il s'adapte mieux au stress et au changement. Il est plus organisé. Sa chambre était par exemple totalement en désordre. C'est un peu mieux, mais ça reste un garçon. Il y a toujours du désordre. Cela a amélioré son comportement dans sa vie quotidienne de garçon, en pleine croissance. Teresa de Porter utilise sur son fils les phéromones humaines et les résultats l'ont convaincue. Mais cette utilisation reste évidemment anecdotique et n'est en aucun cas à conseiller pour un éventuel traitement. Retour en Europe avec cette fois une expérience réellement scientifique sur l'humain. Avec des médecins de la maternité de Toulon, le professeur Paja a réussi à réintroduire une phéromone humaine grâce à la collaboration de jeunes mamans. On a d'abord eu la possibilité d'obtenir des prélèvements faits sur l'aréole du sein de jeunes mamans qui acceptaient donc que les infirmières fassent un prélèvement à la compresse des sécrétions sur l'aréole du sein. Après, dans les heures qui suivaient la naissance du bébé, on a pu, à ce moment-là, identifier effectivement une production particulière ressemblant beaucoup chimiquement à celle des animaux, mais avec des particularités. Les chercheurs ont testé des phéromones humaines à l'hôpital de Toulon. Ils ont rempli de phéromones de petites poupées en forme de grenouilles. Voilà, donc là j'ai mis le support sur les membres, les 4 membres et la tête. Et maintenant, on va remplir, on va remettre, en fait, on va reprendre le support qui était initialement. Puis, ils les ont donnés à des enfants de 18 à 36 mois durant la consultation chez le pédiatre. En général, cette consultation provoque un grand stress chez les jeunes enfants. En fait, qu'est-ce qu'on a observé? Des résultats tout à fait identiques à ceux qu'on connaît chez l'animal. Une fréquence cardiaque stabilisée, c'est-à-dire qu'on sait que le cœur a des variations importantes de fréquence quand il y a du stress, là, stabilité de la fréquence cardiaque. Des enfants plus paisibles, moins de comportement de défense. Et les enfants qui avaient une grenouille dans laquelle il y avait la phéromone la gardent généralement près du visage. La compréhension des phéromones nécessite encore beaucoup d'expérience. Elles seront difficiles à mener compte tenu de la complexité de l'être humain, mais elles seront aussi terriblement passionnantes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'en connais un autre qui est très sensible aux phéromones, et pas que ça d'ailleurs. Je veux bien sûr parler de notre ami Bruno Léandri. Aujourd'hui, il est encore plus déjanté que d'habitude. Il faut dire qu'il a décidé de s'attaquer à une véritable légende. Si vous demandez à n'importe qui, un tant soit peu cultivé, de vous dire comment Newton a trouvé les lois de la gravitation universelle, il vous répondra aussitôt en se prenant une pomme sur le crâne. Il passait sous un pommier, boum! Et toc, il découvre la gravitation. Cette grave falsification de l'histoire est due principalement au dessinateur Gottlieb, dont les bandes dessinées malfaisantes ont perverti la culture collective. Tout le monde croit maintenant que Newton s'est pris la pomme sur la poire, alors que la légende est formelle. Il a vu tomber la pomme. Mais était-ce bien une pomme d'ailleurs? Était-ce pas plutôt une banane? Une pizza? Un potiron? Comme toujours avec les légendes, il est amusant de regarder celle-ci de près. Voici le texte dont elle est tirée. C'est un certain William Stuckley
qui rapporte une conversation qu'il aurait eue avec le génie universel. Il me dit qu'il se trouvait à l'ombre d'un pommier lorsque lui était venue l'idée de la gravitation. Celle-ci lui avait été suggérée par la chute d'une pomme. De là, la fulgurante légende qui a traversé les siècles. Mais une deuxième légende se superpose à la première. L'histoire aurait été rapportée par la nièce de Newton, une certaine Catherine Barton, libérée et libertine, dont le savant aurait été amoureux. La vérité est peut-être plus triste. Tous les biographes s'accordent à dire que Newton était un personnage peu fréquentable, sinistre, qui ne riait jamais et qui, assure-t-on, n'a jamais fait l'amour de sa vie. Il détestait la vulgarisation et rendait volontairement ses écrits indigestes, de façon, je cite, à ne pas être importuné par les médiocres mathématiciens. Ce tableau de sa personnalité semble incompatible avec la gentille et didactique anecdote arboricole. Alors, Newton a-t-il oui ou non raconté cette histoire, et à qui? Le mieux pour le savoir, c'est de lire son œuvre dans le texte. Bon courage. Celui ou celle d'entre vous qui me donne la réponse gagne une orange.